8h46 sur France Culture, la séquence TTC avec tout d'abord la transition d'Hervé Gardette. Bonjour Hervé. Bonjour Guillaume. Vous voulez nous raconter la véritable histoire de l'obsolescence programmée. Oui, pour commencer cette histoire, je vais évoquer le premier acte de mon retour à la vie sociale le 11 mai dernier, qui a consisté à aller grossir la file d'attente devant un magasin d'électroménager. La veille, mon aspirateur était tombé en panne, moteur HS, un comble pour un appareil qui venait à peine de fêter son 5e anniversaire, mais rien que de très banal dans un monde où les objets manufacturés sont faits pour ne pas durer. Bienvenue dans le monde de l'obsolescence programmée. Alors, cette pratique est une aberration, notamment sur le plan environnemental. Elle consiste à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour inciter le consommateur à en racheter un neuf. La France a d'ailleurs voté une loi en 2015 qui définit ce phénomène. À l'origine pourtant, l'obsolescence programmée part d'une bonne intention. Il s'agit même d'en faire un outil pour sortir de la crise économique et pour lutter contre les inégalités sociales, comme le théorise dans un petit livre republié aux éditions Alia, celui qui en est à l'origine, Bernard London. Alors Bernard London fait partie de cette cohorte d'inconnus qui ont contribué à changer notre quotidien. C'est un New-Yorkais, agent immobilier et néanmoins philanthrope. Nous sommes au début du XXe siècle. Comme la plupart de ses compatriotes, il se trouve confronté au souffle dévastateur du krach de 1929. Lorsqu'il publie son livre 3 ans plus tard, le contexte est le suivant, qui rappelle pour partie notre actualité. La crise a appauvri les travailleurs, la consommation est en berne, le chômage explose, les usines produisent des biens qui ne trouvent plus preneur. Dans ces circonstances, le levier qui paraît le plus pertinent est celui de la relance, ce qui donnera d'ailleurs le New Deal de Roosevelt à partir de 1933. Mais London fait le constat qu'il y a quelque chose de cassé chez ses concitoyens. L'envie de consommer a disparu. Ils ont développé, écrit-il, une obsession de l'épargne. La majorité des gens, animés par la peur et l'hystérie, font par rapport à leurs habitudes d'avant la dépression un usage prolongé de leurs biens. Ils les usent jusqu'à la corde. Alors, faire durer les objets le plus longtemps possible, c'est une démarche vertueuse pour nous qui vivons en 2020, mais considérée par London comme une aberration économique. Il imagine donc un système obligeant les consommateurs à acheter des objets neufs pour soutenir l'activité. Le concept d'obsolescence programmée est né. Le principe est le suivant. Chaque objet se voit attribuer à l'avance une durée de vie, non pas technique, mais légale. Cette durée est fixée par le gouvernement. Lorsqu'elle est dépassée, les objets sont détruits. Prenons par exemple une paire de chaussures prévue pour durer 5 ans. Eh bien, passé ce délai, leur propriétaire les dépose dans une agence prévue à cet effet. Il achète une nouvelle paire à un prix subventionné puisque l'État lui permet de récupérer la TVA. C'est une sorte de prime à la casse. Et s'il décide malgré tout de garder ses vieilles chaussures, il doit s'acquitter d'une taxe pour cause d'usage prolongé de biens légalement morts. Dans ce système, celui qui consomme est donc avantagé. Celui qui ne consomme pas, qui fait preuve d'égoïsme à l'égard du monde du travail, celui-là est sanctionné. Et il en va des chaussures comme des aspirateurs, des machines ou encore des immeubles. La société dont rêve London est celle du renouvellement permanent, directement inspiré, dit-il, du principe de la nature qui crée et détruit. Objectif poursuivi, faire sortir les ouvriers de la misère en leur assurant le plein emploi grâce à la consommation qui tourne à plein. Publicité et marketing sauront exploiter ce concept d'obsolescence programmée. Alors 90 ans plus tard, on peut mesurer à quel point cette idée, qui se voulait socialement généreuse, a aggravé la catastrophe écologique sans pour autant réduire les inégalités. Alors évidemment, 2020 n'est pas 1929, mais alors que les États cherchent comment relancer la machine économique, alors que votre invité Guillaume évoquait tout à l'heure l'excédent d'épargne, il y a peut-être des leçons à en tirer.